été ici. Et attention, il attaque. Et Verstappen passe devant. Il est champion du monde pour le moment. Ça, c'est le plus grand braquage du sport mécanique orchestré par une FIA complètement raciste. Et en disant ça, je perds tous les fans de Verstappen de la vidéo. Ce qui n'est pas une si mauvaise chose en soi. Par contre, si je dis que le plus grand duel du sport mécanique a eu lieu en MotoGP, là je vais perdre beaucoup de monde. Alors si par miracle, t'es toujours en train de m'écouter, merci et respire. Détends-toi, je vais te raconter ce qu'il s'est passé dans le championnat MotoGP de 2015. Listen to the crowd, you know he has. It's Lorenzo's now to lose. Jorge Lorenzo will be crowned the 2015. This is motorsport at its very, very best. Danny Pedrosa's taken second place from Martin. Rossi very, very close indeed. They went down the hill. Reviving Valentino Rossi. Lorenzo now into turn 13. And Rossi inventing something in the final corner. But Lorenzo gets close to the back. And Rossi is beating him. D'abord, ça ressemble à quoi une saison MotoGP ? De mars à novembre, sur 18 courses, 24 pilotes s'affrontent pour devenir champion du monde. Pour devenir champion du monde, il faut accumuler plus de points que tous les autres pilotes. 25 points. 25 points, c'est le nombre de points décrochés lorsque vous gagnez un Grand Prix, mais aussi 20 pour le deuxième, 16 pour le pied du podium, 13 pour une quatrième place, et ainsi de suite jusqu'à la 15e place. Vous comprenez que devenir champion du monde n'implique pas uniquement de gagner un ou plusieurs Grands Prix, mais également d'être suffisamment constant pour marquer de gros points lors des 18 courses de la saison. Tous les pilotes n'en sont pas capables. Pourquoi ? Premièrement, les capacités brutes du pilote. L'expérience, la technique, le talent, le mental, mais surtout la moto. Certaines sont plus rapides, d'autres plus faciles à manier, d'autres plus régulières. Bref, toutes les motos ne se valent pas. Mais du coup, quel pilote roule quelle moto ? Je vous ai dit qu'il y avait 24 pilotes. Si ce nombre est pair, c'est pas pour rien. Les pilotes sont répartis dans 12 écuries, teams, appelez ça comme vous voulez. On retrouve parmi elles des noms bien connus, Ducati, Honda Repsol ou encore Suzuki. Par conséquent, 2 pilotes roulent la même moto. On appelle ça des coéquipiers. Et si le terme coéquipier fait penser à l'entraide, à l'équipe, ceci n'est vrai que dans le dictionnaire. En sport mécanique, votre coéquipier est votre pire ennemi. Je vous ai dit que toutes les motos ne se valent pas. Par conséquent, si un pilote performe moins qu'un autre, il peut se cacher derrière le fait qu'il ne se batte pas à armes égales. Mais lorsque vous performez moins bien que votre coéquipier, qui roule la même moto, c'est que vous êtes moins bon. Dans un championnat qui réunit les 24 meilleurs pilotes du monde, croyez-moi que chacun est persuadé au fond de lui d'être meilleur que les 23 autres. Alors comment expliquer, si vous êtes censé être le meilleur, que vous n'êtes pas capable de battre le seul pilote qui peut être votre référence ? Dans le sport mécanique, on dit bien que le premier pilote que vous devez battre est votre coéquipier. C'est comme ça que la rivalité avec ce dernier devient inévitablement une vraie guerre d'ego. Imaginez alors la tension lorsqu'une moto domine toutes les autres et qu'elle est conduite par 2 des meilleurs pilotes de tous les temps. Ça va plus loin que l'ego, ça va plus loin qu'un titre de champion du monde. Il est là l'enjeu de la saison 2015 de MotoGP. Je vous ai parlé de teams comme Ducati, Honda, Suzuki, mais j'ai volontairement oublié d'en mentionner un, le team Yamaha Movistar. Pourtant, c'est le seul team que vous avez besoin de retenir pour mon histoire. Pourquoi ? La Yamaha M1 de 2015 a gagné 11 grands prix sur les 18 de la saison. Une domination comme celle-ci nécessite, certes, d'avoir une moto rapide, mais pas que. Elle nécessite d'être roulée par 2 des meilleurs pilotes de la grille. Je pense qu'il est temps d'introduire le premier protagoniste de mon histoire. L'Italien Valentino Rossi, le docteur. Je ne sais pas par où commencer honnêtement. C'est la légende de la MotoGP. 9 titres de champion du monde, dont 7 en catégorie reine, 115 victoires, 235 podiums. Je pourrais vous dire toutes ces stats, mais il y en a tellement que je vous perdrais. C'est le pilote avec le plus gros palmarès, tout simplement. Rossi, c'est une longévité comme on en voit peu. 25 ans dans le championnat mondial de vitesse moto. Je l'ai vu gagner, mon père l'a vu gagner à mon âge. Que vous vous intéressiez de près ou de loin à la MotoGP, vous ne pouvez pas passer à côté de Rossi. Demandez à n'importe quel pilote sur la grille entre 2010 et 2023 qui est son idole, vous pouvez être sûr qu'il vous répondra Valentino. Rossi est une légende en Italie, et même en Belgique, gros, près de chez moi, il y a une friterie décorée sur le thème de Rossi. Vous aimez One Piece ? Il est dans One Piece. Bref, je suis en train de faire une lettre d'amour à Valentino, mais rendez-vous bien compte que dans son domaine, il est l'équivalent d'un Michael Jordan, d'un Messi ou d'un Federer. Évidemment qu'il a su gagner. Beaucoup gagné. Mais si Rossi aujourd'hui est autant apprécié, c'est également grâce à son personnage. Quand j'étais petit, au début de YouTube, mon père me montrait 2 choses, les sketchs de Rémi Gaillard et les célébrations de Rossi. Il est à ma connaissance le premier pilote à avoir commencé à faire des célébrations aussi drôles et aussi mythiques.
Ce qui plaît également à ses fans, c'est son authenticité, ce qui a pu causer de grands conflits avec d'autres pilotes, notamment et surtout avec ses coéquipiers. Il a la réputation de tous les écraser mentalement, à tel point qu'entre son arrivée en MotoGP en 2000 et en 2017, pendant qu'il cumulait un total de 62 victoires, ses coéquipiers n'avaient gagné que 2 Grands Prix. 3% des victoires de Rossi. Quand je vous dis qu'il les écrase, je pèse mes mots. Écraser ses coéquipiers, si vous m'avez suivi, vous me direz que c'est une belle qualité pour asseoir un tel palmarès. Mais en 2008 apparaîtra le seul pilote que Rossi n'arrivera jamais à contrôler. Le Mallorquin de 21 ans, Jorge Lorenzo. Après 2 titres mondiaux dans des catégories inférieures, le jeune Espagnol arrive en catégorie reine de la MotoGP aux côtés de Valentino dans l'écurie Yamaha. À ce moment-là, Rossi vient de perdre le titre 2 ans de suite face à Nicky Hayden et Casey Stoner, 2 légendes de la MotoGP au passage. La dernière chose qu'il souhaitait était de voir arriver à ses côtés un jeune pilote talentueux plein d'ambition. Alors il redoubla d'efforts pour tuer dans l'œuf le jeune Jorge, mais ce dernier ne réagit pas. Il décroche même sa première victoire après seulement 3 Grands Prix. L'Espagnol est bon, très bon, mais au-delà d'être très bon, il a un mental d'acier, ce qui au final est peut-être le plus important pour devenir champion, surtout aux côtés de Rossi. Dorénavant, il y a 2 coqs. L'ambiance va atteindre un stade si toxique que les 2 clans doivent être séparés par un écran dans le garage. Rendez-vous compte. Seulement, Lorenzo est encore trop jeune et se montre trop irrégulier en 2008. Rossi dominera et décrochera enfin son 8e titre. L'année suivante, 2009, les 2 pilotes commencent tous les 2 fort la saison avec 4 podiums chacun, dont 1 victoire pour l'Italien et 2 pour l'Espagnol. On arrive alors au 6e Grand Prix de la saison en Catalogne. Et si je prends le temps de vous en parler aujourd'hui plus qu'un autre, c'est bien parce que ce Grand Prix est ancré dans l'histoire de la MotoGP. Ce 31 mai 2009, on a pu assister à la plus belle passe d'armes de 2 pilotes au sommet de leur art. Lorenzo et Rossi sont arrivés à Barcelone gonflés à bloc, les 2 fusionnant parfaitement avec la Yamaha. Mais dès le départ, aucun des 2 n'était capable de s'échapper de l'autre. Tout allait se jouer dans le dernier virage du dernier tour. It's a long, long run down this kilometre-long straight to the line. And look at Dani Pedrosa, he's firing it up. And he's going to come up the order at the end on the brakes. And he does, he goes through Valentino Rossi, just flicks down a couple of gears and through he goes. On board with Jorge Lorenzo. And here's going to be a move from Jorge Lorenzo. He goes up on the inside of Valentino Rossi, listen to the crowd. Down the straight, Rossi's right in behind Lorenzo. Here comes Valentino Rossi, 3 laps to go. Is that what we said? Yeah, 3 laps to go. Rossi should take the lead. He has at turn 1. Valentino Rossi the start and finish line. 2 laps to go. 200 miles an hour. Here he comes. Here comes Lorenzo up the inside. Oh, and he goes so close to Rossi as he goes past. And Lorenzo claims the lead. Oh, Rossi's got him back on the brakes into turn 1. Round the outside, Rossi runs it a little bit wide, but he makes it. Lorenzo, give us one of those moments now. Here he comes, down the straight. Jorge Lorenzo's going to go through, and he's gone through on Valentino Rossi. Is he going to take the lead? He does. He made it stick this time round. Rossi trying to go. 3. They head down so far. Here comes Rossi up the inside. Rossi retakes the lead. Valentino Rossi, but now he's lost it again. Lorenzo leads the way. Very, very close indeed. They plunge down the hill. We ride with Valentino Rossi. Lorenzo now into turn 13. And Rossi's invented something in the final corner, but Lorenzo gets close to the back, and Rossi has beaten him. What a motorcycle race. What a Grand Prix. Gagner cette course était déterminant pour l'évolution du championnat à partir de là. Malheureusement pour moi, j'ai perdu cette course. Heureusement pour Valentino, il l'a gagnée. Et ça a un peu changé la façon dont le championnat allait se dérouler pour lui. Comme le dit le Mallorquin, cette course a permis à Rossi de prendre l'ascendant sur son coéquipier et de s'envoler au championnat. Il décroche alors son 9e sacre. Il était temps pour Jorge de s'affirmer et de venir bousculer le roi de la MotoGP. Ce qu'il fait en 2010, Lorenzo gagne en maturité et affiche un pilotage exceptionnel. Avec 9 victoires dont 16 podiums, il écrase Rossi de 150 points et remporte son premier titre à l'âge de 23 ans. Cette saison ne laisse plus aucun doute. Le pilote numéro 1 chez Yamaha n'est plus Valentino, mais bien le jeune prodige Jorge Lorenzo. Rossi est blessé dans son ego, abandonne Yamaha et signe chez Ducati pour 2 ans. Le rêve pour tous les tifosi, voir un Italien gagner sur une Italienne. L'histoire était déjà écrite. Malheureusement, la communion entre les deux ne s'est jamais faite. Rossi ne signe aucune victoire pendant 2 ans. Pendant ce temps, Lorenzo en profite pour arracher son 2e titre en 2012.
2013. Après son passage en enfer, Yamaha redonne une chance à Valentino. Les deux protagonistes se retrouvent de nouveau ensemble, mais la Honda est plus performante à ce moment-là. Les scores resteront figés jusqu'en 2015. On y arrive enfin en 2015 et la Yamaha fonctionne bien, très bien. Je vous le dis déjà, c'est elle qui sera championne du monde cette année-là. Mais avec Jorge ou Valentino. Au-delà de l'ego, l'enjeu est énorme pour les deux pilotes. À 36 ans, Rossi peut décrocher son 10e titre mondial et devenir le GOAT incontesté de la MotoGP. À 28 ans, Lorenzo peut devenir triple champion du monde en catégorie reine et à son tour devenir une légende. Aucun des deux ne veut laisser à l'autre l'occasion de marquer l'histoire de la MotoGP. Ça va plus loin que l'ego, ça va plus loin qu'un titre de champion du monde. Il est là l'enjeu de la saison 2015 de MotoGP. Après 3 Grands Prix, Valentino gagne 2 fois et finit une fois sur le podium. Un début de saison parfait alors que Lorenzo ne finit pas une seule fois sur le podium. Rossi est déjà à 66 points, Lorenzo 37. Déjà 29 points de retard. Si Jorge veut devenir champion, il doit absolument se réveiller. Ce qu'il fait en remportant les 4 Grands Prix suivants, ce qui le propulse directement à 1 point de Valentino. On arrive au 8e Grand Prix de la saison, aux Pays-Bas, à Assen. Après une bataille folle avec une autre Honda, avec l'un des plus beaux finishes de l'histoire de la MotoGP, Rossi casse la streak de victoire de son coéquipier qui ne finit que 3ème. 10 points d'écart. L'Italien refuse de laisser l'Espagnol prendre la tête du championnat. Et pourtant, 3 courses plus tard en République tchèque, après la victoire de Jorge, les deux pilotes Yamaha se retrouvent à égalité de points. Rossi n'accumule que 3 victoires, Lorenzo 5. C'est ce dernier qui devient leader du championnat au 11e Grand Prix des 18 de la saison. Grande-Bretagne, Rossi gagne. Lorenzo ne finit que 4ème. Valentino reprend donc rapidement le lead avec 12 points d'avance. À Saint-Marin, Lorenzo chute sous la pluie. Rossi, sachant cela, assure les points en finissant 5ème, ce qui casse sa streak de 12 podiums d'affilée. L'Italien est à 247 points, l'Espagnol 224. Lorenzo répond en remportant le Grand Prix suivant, à Aragon en Espagne, le 14e Grand Prix de la saison. On commence alors la tournée outre-mer avec 3 Grands Prix mythiques, le circuit de Motegi au Japon, le légendaire Phillip Island en Australie et le circuit de Sepang en Malaisie. Le Japon et l'Australie se passent correctement pour les deux pilotes. Pas de victoire, mais des podiums pour chacun. Il se retrouve alors en Malaisie à 11 points d'écart en faveur du Docteur. C'est à ce moment que la saison va prendre une autre tournure. Avant le Grand Prix de Sepang, Valentino porte de lourdes accusations sur un autre pilote, qui ne peuvent pas rester sans conséquences. Il accuse le pilote espagnol Marc Marquez d'aider Jorge Lorenzo à remporter le titre. Mais avant d'aller plus loin, qui est Marc Marquez? Je ne vous en ai pas parlé depuis le début et pourtant je vous l'ai bien caché. Je vous ai dit qu'au retour de Rossi chez Yamaha en 2013, ni lui ni Lorenzo n'avaient décroché le titre. Pourquoi? Parce que le jeune Marquez, arrivé en 2013 dans le team Honda Repsol, a remporté le titre 2 ans d'affilée. Il détient le record du plus jeune vainqueur de Grand Prix et du plus jeune champion du monde en 2013 à 20 ans. En 2014, il remporte le championnat avec 13 victoires. Record du nombre de victoires sur une saison, encore aujourd'hui à seulement 21 ans. Rendez-vous compte de l'alien que c'est. Ni Rossi, ni Lorenzo, ni personne d'ailleurs n'est champion du monde dès sa première année. Marc Marquez l'est 2 fois après seulement 2 ans. Il affiche un pilotage brut, violent, mais qui le rend tellement efficace. Sur la piste, c'est un monstre. Il fait peur. Tu vois Marquez dans ton rétro, tu trembles. Je n'exagère pas. Il semble évident qu'un pilote comme ça, à 22 ans, doit aller chercher tous les records, notamment ceux de Rossi, dont les 9 titres de champion du monde. Les plus vifs auront alors peut-être compris vers quoi portent les accusations de Valentino. Ce dernier reproche à Marquez de favoriser l'Espagnol au titre de champion du monde. Comment ferait-il cela? Selon Rossi, au dernier Grand Prix de Phillip Island, il aurait eu tendance à ne pas attaquer Lorenzo, alors que, à l'inverse, il aurait porté des attaques très agressives sur l'Italien. Ok, mais pourquoi ferait-il cela? D'abord, comme je viens de le sous-entendre, Marquez est bien parti pour battre tous les records, dont les 7 titres de Rossi en catégorie reine. Forcément que ça l'emmerderait bien si Rossi allait en chercher un de plus. Et puis, au début de cette année, au 3e Grand Prix de la saison en Argentine, il s'est passé ça. Rossi leads contact there between Marquez and Rossi. Marquez is down! Marquez has crashed out of second place in the Argentinian Grand Prix. Well, they touched on the exit of turn 5 as Marquez and Rossi went to flick into turn 6. Marquez clipped the back of Rossi and the world champion is down.
Et le fameux final de Rossi dans les graviers à Assen, c'était contre Marquez. Alors quand on voit ça, on se dit qu'il est fort probable que Marquez puisse en vouloir à Valentino de s'être fait humilier 2 fois de la sorte. Voilà globalement sur quoi se fondent les arguments de ce dernier. Ces accusations ne plaisent pas du tout à Marc, et il lui fera comprendre lors du Grand Prix de Sepang. Marquez moves to the inside line. Marquez is going to make the move on Valentino Rossi. Rossi tries to cut it back to the inside. Rossi's back through. Brilliant from the Italian. This is the dog. Valentino Rossi up they come towards turn 4. Here comes Marquez. Here comes Marquez. It was personal off the track on Thursday. It's personal on the track on Sunday here in Sepang. Rossi fights straight back through turn number 5. Brave move by the 36-year-old. Marquez squeezes Rossi out again. This is brilliant. Epic battle between the old warhorse and the new master. Here goes Rossi on the brakes. This is Rossi's favourite overtaking point on the Grand Prix calendar. Brilliantly up the inside of Marquez. Marquez says take it straight back at turn number 10. Will Rossi cut back to the inside at turn number 11? You bet he will. Rossi up the inside. This is unbelievable action. Big moment for Rossi on the front, and he lost the front of that Yamaha. Left foot off the footrest. Marquez back through. Big advantage in 7/10 of a second. We ride with Marquez. Rossi is coming once again. Rossi lines him up. Here comes Valentino Rossi, and he's moved back into 3rd place. Brilliant by Rossi. Almost took Marquez's knee. Rossi's foot off the foot peg yet again. I think Rossi's saying, like, don't let's have this tussle. We've got the World Championship points at stake. Marquez is going to cut it tight through turn number 14. Rossi can't grab the inside line. Marquez. But he closes once again as they come through the first turn 10. And Rossi gets up the inside. And Rossi is back into 3rd place. What can Marquez do? Side by side they come. Cool. Marquez thought about riding around the outside of Rossi at turn 12. Brave in the extreme. That would have been. He rides around the outside of him at turn 13 instead. He absolutely mugs Rossi on the outside. Rossi looks really close. That's Rossi was. Well. Ce que vous venez de voir, c'est Rossi et Marquez qui se battent de manière totalement grossière pendant 3 tours. Valentino qui montre à Marc que ça doit cesser, qui perd patience et qui finit par lui donner un coup de pied dans le guidon pour le faire chuter. Est-ce que c'est fair play? Pas du tout. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? De la même manière que Zidane en 2006, on se met à sa place et on trouve ça mérité. Ça se voit que Marquez le provoque, on est fatigué, on comprend ce geste. Malheureusement, ça reste de l'anti-jeu, Lorenzo finit 2e, Rossi 3e et se verra attribuer une pénalité pour le prochain Grand Prix, c'est-à-dire le dernier Grand Prix de la saison. Valentino devra partir de la dernière place sur la grille. Je ne vous en ai pas parlé, mais pour toutes les courses, la grille de départ du Grand Prix du dimanche est basée sur les qualifications du samedi. C'est-à-dire que le samedi, tous les pilotes ont un temps imparti pour réaliser le meilleur chrono sur le circuit. Le pilote avec le meilleur temps décroche la pole, c'est-à-dire qu'il part premier, le deuxième part deuxième et ainsi de suite. Partir devant est primordial pour faire un bon Grand Prix le lendemain. Au-delà du fait que passer de 0 à 200 km/h en 5 secondes avec des personnes devant soi est hyper dangereux, se retrouver dans le trafic alors que ses rivaux font leur course tranquillement devant empêche toute chance de gagner. Ce qui va donc se passer à Valence au dernier Grand Prix de la saison, c'est que Lorenzo va partir en pole et Rossi devra partir dernier. Seulement, il n'y a plus que 7 points d'écart en faveur du docteur. Cela veut donc dire que si Lorenzo gagne la course, pour être champion du monde, Rossi doit finir au plus loin 2e. En partant dernier, cela implique de devoir dépasser 22 pilotes pour aller chercher devant son coéquipier. Les probabilités ne jouent pas en sa faveur. S'il veut remporter son 10e titre, il va devoir réaliser la plus grande remontée du sport mécanique, si ce n'est l'une des plus grandes performances sportives de l'histoire. Là, ce n'est plus Rossi contre Lorenzo. C'est Rossi contre le reste du monde. The championship will now be decided out on the track. And it's a dream start by Jorge Lorenzo from pole position. Look at Valentino Rossi streaming up the inside down into the first corner. Who's come through from the second row of the grid. There's Rossi trying to find his way back. Lorenzo though leads the way. Rossi sinding his way through the field. Got the inside of Hayden down into the middle corner. This was where the championship was decided between the two of those back in 2006. Having real difficulty finding a way through on number 68, Yoni Hernandez. No way through there as they run down on the brakes. There is no Rossi, brilliantly late on the brakes. He's finally passed the Southam up into 14th place. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive from Rossi. He's on the charge. Rossi on the charge. Rossi in the slipstream of Stefan Bradl's Aprilia. Rossi picks up one more place down into the brakes at the first corner. Valentino Rossi there. He picked off Hernandez on the last lap. He's up the inside of another Ducati on this lap. He dispenses with McCain. Danilo Petrucci. And as Rossi got past Bradley Smith,
Listen to the crowd. You know he has. Another epic MotoGP battle in front of 110,000 people here in Valencia. Listen to the crowd. Rossi through on Petrucci. This is where he likes it. He's up the inside. Listen to the crowd. Valentino Rossi has passed. They touch. Him and Paul Espargaro touch elbow at the front. There's Dovizioso. There is Alessio Espargaro. And Valentino Rossi is through this time. And the crowd go wild. And this time he has made... Breaker is Andrea Dovizioso. Not late enough though to hold off Valentino Rossi. The crowd go absolutely crazy. And Rossi est 4ème, à seulement un tiers de la course. Même si l'exploit semble possible, le groupe de tête composé de Lorenzo, suivi des deux Honda, Marquez et Pedrosa, est à 10 secondes devant lui. Ça semble rien, mais en MotoGP c'est un véritable gouffre. Même dans la plus belle des histoires, remonter deuxième est impossible pour l'Italien. Sa dernière chance d'être champion est que Lorenzo se fasse dépasser par les Honda et finisse 3ème. happens to Lorenzo Marquez or Pedrosa, because Rossi over the line was 11.3 seconds behind Dani Pedrosa. I just cannot see Dani Pedrosa bridging that 1.8 second gap. But the gap over the line was back up to just over 0.3 of a second. But one thing just to mention, obviously with Jorge Lorenzo's pitbull, they're advising him where Rossi is very important, but also on Rossi's full motivation. It doesn't say any names in there, but right next to him. He's leading the train behind. Marquez is close now, Matt. Yeah. He is really, really close. What an extraordinary end to this 2015 MotoGP World Championship. A three-way fight for the victory. What a second half to the race. To go. Marquez has not made a move yet. Pedrosa is right up there with them. The World Championship will be decided. This is motorsport at its very, very best. Dani Pedrosa's taken second place from Marc Marquez. Marc Marquez tries to fight back. Lorenzo out a little bit wide. Marquez back up the inside of Dani Pedrosa. The two Repsol Honda men fighting. This is music to Lorenzo's ears while they're jostling it out. Now towards turn 6. Marquez and Pedrosa at his heels all the time. To lose, Jorge Lorenzo will be crowned the 2015 MotoGP World Champion. 99 wins here in Valencia. 2015 belongs to Jorge Lorenzo. Joy and jubilation on one side of the factory Yamaha garage. It'll be contrasting emotions on the side of number 46. Valentino Rossi comes over the line. He put up a great fight, but Rossi is not the world champion. Rossi crosses the line. Second in the World Championship. Jorge Lorenzo has ridden a most amazing race. He has ridden the race of a truly great world champion. Congratulations to Jorge Lorenzo. Alors Rossi n'a pas réussi sa remontée. Tu peux être content ou déçu comme moi à l'époque. Avec du recul, je me rends compte que le résultat importe peu. Forcément que ça enlève la petite cerise sur le gâteau qui, sur le moment, gâche un peu tout, mais au final, dès le lendemain, tu ne penses déjà plus au résultat. Pourtant, 8 ans plus tard, je me retrouve à faire une vidéo complète sur cette saison. Mais ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, ce n'est pas le résultat en lui-même, mais le duel que nous ont offert deux pilotes magnifiques. Je me rends compte que ce qui me plaît le plus dans le sport mécanique, c'est la compétition, le duel, les joies, les déceptions. Commencer un Grand Prix en sachant pertinemment que Verstappen va le gagner, moi ça me fait chier. Et peu importe que je sois fan de Verstappen ou non, juste voir quelqu'un dominer le championnat, je trouve ça trop chiant. Certains diront qu'un vrai fan de sport auto doit également apprécier les dominations parce que derrière se cache beaucoup de travail et tout ce que ça entraîne. Ok, je le conçois, vraiment. Mais devant ma télé, au final, je m'emmerde. Et même au-delà du résultat, maintenant j'ai l'impression que peu importe le sport, tous les pilotes sont copains. Et ça m'énerve. Ça donne l'impression que c'est faux. Que ce n'est plus des sportifs, mais des acteurs. Parce que pour moi, c'est logique de détester un pilote à côté qui est meilleur que toi, qui essaye d'obtenir la même chose que toi. Alors je ne suis pas en train de dire que j'ai envie de voir des gestes antisportifs, mais un peu de tension, ça rend la chose tellement plus humaine. J'aime voir les comportements qui sont vrais. Et si la saison 2015 m'a rendu amoureux de la MotoGP, je dois avouer que depuis, je me suis beaucoup ennuyé. Jusqu'à cette année, où on connaît enfin un nouveau duel entre Pecco Bagnaia et Jorge Martin. Et moi qui m'ennuyais devant ce sport, ce duel m'a redonné envie de suivre les actualités, d'être hypé les semaines de course, de me lever à 5h quand il le fallait parce que le Grand Prix a lieu à l'autre bout du monde. J'ai retrouvé ce pourquoi je suis amoureux de ce sport, donc je profite.
Et j'invite tout le monde à profiter de ce que le sport peut nous offrir. Et je pense que ce qu'il y a de plus beau à profiter, c'est pas de voir des robots rouler chaque week-end, mais bien d'admirer leurs performances. J'aime compatir devant leurs déceptions. J'aime avoir peur quand je vois un accident de mes propres yeux. J'aime haïr un pilote qui bat celui que j'apprécie tant. J'aime trembler quand la victoire se joue dans le dernier virage. J'aime pleurer quand mon pilote préféré gagne enfin sa première course. Bref, j'aime quand le sport est terriblement humain.